Vu qu'on est resté un mois à Kyoto, on avait un peu oublié ce que c'était de voyager de ville en ville, de rencontrer toujours de nouvelles personnes et de ne plus vraiment avoir de chez nous. On est super content de reprendre notre périple, mais on est quand même triste de quitter cette ville. On se sentait vraiment bien ici, on ne sait pas si on va pouvoir trouver une meilleure ville ailleurs. Depuis qu'on est au Japon, on a vécu énormément d'expériences incroyables, sauf qu'on attend un voyage qui soit de plus en plus marquant et surprenant. Et en allant dans le sud du Kansai, à commencer par Koyasan, on ne sait pas encore si notre soif de découverte sera rassasiée. Même si Koyasan est connu pour ses shukubo et son cimetière, beaucoup de touristes estiment que la ville ne vaut pas forcément le détour. Apparemment, loger dans des temples ne mérite pas du tout son prix et ça semble être la seule activité intéressante à faire ici. On part donc avec peu d'attente parce qu'en plus la météo annonce de la pluie pour demain. Bon, on est arrivé par train ici au début de la randonnée. On va marcher pendant à peu près 2 heures jusqu'à un temple et là on va pouvoir débuter le pèlerinage des femmes jusqu'à la porte des démons. Là on a pris le train, on est arrivé ici et là on a traversé le pont pour ensuite pour arriver ici dans le temple Nyondo-Hall. Bon, en se renseignant, on a un peu vu que beaucoup de personnes étaient déçues par Koyasan, surtout les touristes. Les Japonais adorent. Les gens qui ont préféré Koyasan, c'était les personnes qui voyaient ce lieu comme un dépaysement, une pause dans leur vie et qui l'appréhendaient de manière comme un pèlerinage finalement. Et donc, il fallait vraiment pas passer à côté de ces randonnées. On vient de terminer de visiter le cimetière de Koyasan. Il faut savoir que le cimetière de Koyasan, c'est le plus grand cimetière du Japon. Et ce qui est assez extraordinaire et impressionnant, c'est qu'on sent le poids des années quand on traverse ce cimetière. Parce que les arbres sont gigantesques ici, mais aussi la mousse se pose un peu partout.
Si vous aussi vous avez vu le reportage Sa Majesté les mousses, vous pouvez voir à quel point elles sont hyper intéressantes. Et ici, il y a énormément de variétés. Donc c'est vraiment magnifique. Le paysage change complètement de Kyoto avec cette petite ville nichée dans la montagne avec d'énormes cèdres. On peut dire qu'on a eu de la chance qu'il pleuve parce que grâce à ça, ça a ravivé la couleur des mousses. Au final, heureusement qu'on avait peu d'attentes sur Koyasan parce que grâce à ça, on a pu profiter pleinement. Bien sûr qu'il n'y a pas trop d'activités attrayantes faites pour les touristes, mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout un lieu de pèlerinage où il faut juste prendre le temps d'apprécier la nature et reposer son esprit. Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête avec les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le plus important, c'est de faire sa propre expérience en étant désintéressé. Avec cet état d'esprit, je pense qu'on peut vraiment profiter d'un lieu. Et c'est pour ça que pour notre prochaine destination, on s'en remet à Yoko qui va nous héberger en couchsurfing. Dans cette région, la nature est si riche qu'il ne manque pas de lieux intéressants à voir. Durant une journée, on va l'accompagner en suivant l'itinéraire qu'elle nous a concocté. Première destination, les gorges de Dorokyo. Activité, on voulait voir les rizières de Maruyama Senmaida, mais petit changement dans le programme parce que la route est fermée. On va donc visiter à la place les chutes de Nachi, la plus grande cascade du Japon. yen, 100 yen, 2, 3, 4. C'est incroyable, on peut rentrer à l'intérieur de l'arbre et déposer du coup nos vœux. Après une journée bien remplie, on va enfin voir la cascade de Nachi. Yoko nous a emmenés dans des lieux magnifiques et heureusement qu'elle était là pour nous apporter plus de détails. Grâce à elle, on sait maintenant que les sanctuaires sont shintoïstes et les temples bouddhistes, les deux principales religions du Japon. Le shintoïsme est une religion animiste et donc qui voit de la spiritualité dans la nature. C'est pour ça qu'ici on vénère la cascade. De nos jours, cette religion fait partie des traditions et les Japonais n'y croient pas trop. Et pourtant, ils se prêtent quand même au jeu en priant ou en écrivant leurs vœux.
On a beaucoup de chance d'avoir rencontré Yoko. C'est tout aussi intéressant de discuter avec elle que de découvrir ces magnifiques paysages. Même si voyager peut des fois décevoir quand il fait pas très beau, quand il y a trop de touristes ou quand c'est pas à la hauteur de nos espérances, rencontrer des Japonais ne nous a jamais déçus. Pour notre prochaine destination, on va aller à Ise, une ville au bord de mer avec un sanctuaire qui représente le cœur du shintoïsme. Et pour notre séjour là-bas, on aimerait recentrer notre voyage sur les rencontres qu'on pourrait y faire. Et ça tombe bien parce qu'on va rencontrer Kana qui vit à Ise depuis qu'elle est née et qui va nous héberger chez sa famille. Elle va donc nous montrer tous ses lieux préférés. On est super bien accueillis ici, on a beaucoup de chance. Ils nous font repas, ont vachement bien préparé la chambre et ils sont vachement intéressés, nous posent beaucoup de questions. Hier, on est allé visiter Omoto-Iwa avec Kana. Ces 2 rochers symbolisent un couple marié, donc un homme avec une femme, reliés par une corde, qui symbolise le lien du mariage. Donc là, je suis en train de faire un petit cadeau justement pour la famille. C'est incroyable. Ise est très connu pour ses perles. Thanks.
We can see everywhere. On s'en va maintenant à Nagoya, vers le nord-est. Et du coup, une dame qui s'appelle Nishika nous a pris en stop. Elle a même fait un détour pour nous et nous a donné 2 boîtes de bento remplies de sushi. Elle était tellement gentille et elle nous a appris un proverbe japonais qui signifie « La compassion ne profite pas aux autres », qui est « Nasakewa itono tamenarazu » et qui veut dire que lorsqu'on aide quelqu'un, la personne qu'on aide est heureuse, mais nous aussi, on l'est tout autant. Et même si initialement on avait peur de quitter Kyoto, je me dis que cette peur était un signe pour nous dire que c'était le moment de partir et de découvrir de nouvelles choses. Parce que si on est venu au Japon, c'était aussi pour se laisser surprendre par une différence culturelle, découvrir de nouvelles choses et penser différemment. Il faut des fois choisir l'inconfort de ne pas savoir où on va aller, l'inconfort de se laisser prendre en autostop par des inconnus, pour rencontrer ces personnes qui ont tellement à nous apprendre. Et avec Vincent, on aimerait beaucoup remercier tous les Japonais qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre durant notre voyage. Ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression que la générosité japonaise est vraiment ancrée dans leur culture, ce qui fait que très souvent les Japonais ont des objets qui sont prêts à nous offrir. Généralement, c'est des petits objets, des petits bonbons, des petites cartes. Et ce qui nous manquait avec Vincent, c'était des cadeaux qu'on aurait sur nous et qu'on pourrait offrir lorsqu'on rencontrerait des Japonais de manière imprévue. Et donc pour les dessins de cette semaine, j'aimerais créer des petites cartes à offrir à des Japonais. Je m'inspire des petits éléments qu'on a vus durant notre voyage ou qui représentent la culture japonaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, vous nous verrez travailler dans des fermes dans les Alpes japonaises et à côté du mont Fuji. Durant ce mois, on va expérimenter le woofing au Japon, un bon moyen de s'immerger dans la vie quotidienne des Japonais. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo et je vous dis à la prochaine!